Bonjour, mon invité ce matin, c'est Pierre Jovanovic. Quelle bonne surprise pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes dans votre voiture et on vous a dit, voilà, Pierre Jovanovic sur Care News, il était avec moi. Bonjour Pierre. Merci. Bonjour Yannick. D'avoir accepté mon invitation. Je vais commencer. Il y a beaucoup de sujets. On va pas tout aborder, évidemment, que j'ai envie d'aborder avec vous, mais d'abord un sujet qui concerne beaucoup de gens, qui se posent des questions. Comment voyez-vous le débat sur les libertés individuelles entre ce que l'on peut lire parfois sur Twitter, dans ce que l'on appelle la sphère complotiste, qui nous dit que ça y est, les carottes sont cuites, on va retrouver de nouvelles atteintes, un pass sanitaire. D'autres sont plus modérés, et puis encore d'autres nous alertent quand même en nous disant qu'on va pas revenir quand même au pass sanitaire, ça passerait pas, mais qu'il faut se méfier de tout ce qui est atteinte aux libertés, notamment aux libertés économiques, avec notamment la monnaie numérique. Tous ces débats, ça anime beaucoup de gens depuis quelques mois. Comment voyez-vous cela, vous qui n'êtes, Pierre, finalement, vous n'êtes ni dans le politiquement correct, ni dans le complotisme exacerbé. Alors, on va essayer de trouver un juste milieu. Oui, enfin, je suis même pas dans le complotisme tout court, parce que tout ce que j'ai annoncé ou vous savez, dans les vidéos de revue de presse ou tout bêtement sur quotidien.com, c'est avéré. Je vous donne d'ailleurs un exemple très simple parce que c'est tombé aujourd'hui. J'avais annoncé dans ma revue de presse, voici 3 semaines, que Patrick Drahi, donc le patron de BFM, le propriétaire, de BFM, SFR, Sotheby's, etc., étant tellement endetté qu'il sera obligé de vendre SFR. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, il cherche un repreneur pour SFR pour la modique somme de 3 milliards d'euros. Voilà. Donc, j'espère que ça serait une bonne chose pour les usagers de SFR que de changer de propriétaire. Parce que c'est vraiment, n'oubliez pas, SFR avait licencié, je sais plus, 3 ou 4 000 personnes en l'espace de 5 ans, ce qui fait que le service après-vente était devenu quasiment inexistant. Enfin bon, on va pas parler de SFR, mais toujours est-il, si vous voulez, que exactement ce que j'avais annoncé, le Patrick Drahi a mis SFR en vente. Voilà, donc que tous les abonnés de SFR le sachent. Alors sur les libertés individuelles. Alors sur les libertés. C'est ma première question. Exactement. Alors sur les libertés, c'est logique qu'on parle de BFM puisque BFM censure, si vous voulez, tout. D'ailleurs, la rédactrice en chef l'a clairement dit. Ils ont censuré toute opinion contraire à toute opinion contraire, tout ce qui touche au Covid, au vaccin, etc. Et maintenant, vous avez un nouveau dada pour les mondialistes, c'est le réchauffement climatique. C'est-à-dire que YouTube a déjà commencé à fermer des chaînes vidéo de ceux ou celles de professeurs notamment ou de spécialistes qui disent que le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Et puis en même temps, c'est ça qui est dingue, c'est que vous avez quelqu'un comme Bill Gates qui est l'un des principaux acteurs derrière le Covid-19, qui vous explique, qui finance, écoutez bien, il finance des études pour lancer dans l'espace une sorte de parapluie géant afin de bloquer littéralement de bloquer les rayons du soleil. Bon, je veux dire, ils sont en train de jouer aux apprentis sorciers. Et je vous rappelle que Bill Gates est celui qui utilise le carbone, l'histoire du carbone et du réchauffement, pour masquer son programme de dépopulation. C'est ce qui est assez aujourd'hui maintenant clair pour tout le monde. Donc, et vous avez eu le dernier discours la semaine dernière, je crois que c'était même cette semaine, je crois. C'était de l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, Madame Jacinda Ardern. Vous savez que la Nouvelle-Zélande a été celle qui a été la plus violente avec toutes les personnes qui avaient refusé de se vacciner. Ils les avaient littéralement, ils sont allés les chercher et les ont quasiment isolés en prison. Enfin, c'était des histoires de complètement hallucinantes. Eh bien, elle a demandé devant les Nations Unies à ce que la liberté d'expression soit totalement supprimée.
Voilà. Et des députés en France veulent aussi faire la même chose en pénalisant ce qu'ils appelleraient les climato-sceptiques. Donc c'est devenu presque une religion. Oui, exactement. C'est ça. C'est-à-dire qu'après le Covid, tous ceux qui étaient opposés aux vaccinations ou qui doutaient des vaccinations, etc., ont été punis par aussi bien par Google, par YouTube que Facebook et que sais-je encore, enfin la totalité des réseaux sociaux. En France, vous avez eu tout un tas de pseudo-chat-fakers. Je les appelle comme ça maintenant, qui ont touché, qui ont pris 60 000 euros, qui ont été payés. Je ne sais pas si vous réalisez 60 000 euros sur un fonds qui était destiné en fait à ramasser de l'argent pour ce pauvre homme qui a été tué, le professeur qui a été décapité, vous savez, dans un lycée. Samuel Paty. Exactement. Voilà. Mais tous ces gens. Ouais. Voilà, sont venus nous donner des leçons, et aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte, enfin, en tout cas, moi, dans mon entourage est large, je vois quand même des gens qui ont été vaccinés, qui se sont vaccinés, qui ont maintenant tous quasiment des problèmes de myocardite, etc. Bon, mais de toute façon, à cette phrase connue, je crois souvent des vaccinés qui regrettent d'avoir été vaccinés, mais je ne croise jamais aucun non-vacciné qui regrette de ne pas avoir été vacciné. On est tout à fait d'accord. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué, et quand même beaucoup de professeurs, d'académiciens anglo-saxons, qui se sont littéralement étranglés en voyant l'ancienne première ministre néo-zélandaise demander à la tribune de l'ONU, des Nations Unies, de supprimer la liberté d'expression. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire qu'on aura techniquement, si c'est validé entre guillemets, et bien plus personne n'aura le droit de dire quoi que ce soit qui va à l'encontre de ce que dit le gouvernement. Voilà. On va véritablement vers le modèle chinois. Et n'oubliez pas, le modèle chinois, c'est celui-là que Klaus Schwab, le patron de Davos, du Forum économique mondial, prône depuis à peu près 15 ans maintenant. Alors Pierre Jovanovic, vous avez parlé... Vous savez quoi, permettez-moi juste d'ajouter une chose. J'ai vu une tribune dans le New York Times, voici 15 jours, 3 semaines, et si on supprimait la liberté d'expression dans le New York Times. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est le paradigme. Ça a changé. Avant, la liberté d'expression était plutôt une cause, on va dire, de gauche, une cause universelle, même humanitaire. Maintenant, celui qui dit je suis pour la liberté d'expression, il est rangé à l'extrême droite. On a tout inversé. Tout est inversé, c'est-à-dire que en fait, dès que vous opposez, on va dire, au discours du gouvernement et techniquement au discours de Davos, parce que aujourd'hui, si vous regardez bien, les médias et le gouvernement Macron ne font que nous imposer le discours de Klaus Schwab, de Davos. Eh bien, c'est un discours qui va être littéralement criminalisé. Pour un rien, vous êtes criminalisé. Voilà. C'est-à-dire, c'est même pas des. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que dire par exemple que pour le réchauffement du climat, etc., ou pour le carbone, il suffit quand même de planter des arbres. Eh bien là, vous êtes devenu un conspirationniste simplement parce que vous dites il faut planter des arbres. Et même une phrase d'humour, si par exemple on évoque avant la Révolution française, mais ça avait touché Louis XIV, il y a eu des grandes périodes de grande chaleur et de sécheresse. Si vous dites en rigolant, évidemment il y avait de la sécheresse avec toutes les 4x4 qui étaient garées devant le château de Versailles à la cour de Louis XIV, vous allez être criminalisé pour ces propos parce que, avec ironie, vous avez remis en cause le dogme du réchauffement climatique. Non seulement ça, mais vous avez quand même remarqué que vous savez que les bateaux de croisière qui sont capables d'emporter 3000 ou 4000 passagers, et aujourd'hui vous en avez quand même pas mal de ces bateaux de croisière qui polluent autant que 30 000 ou 40 000 voitures. Enfin, je me souviens plus des chiffres, mais c'est tellement hallucinant. Bon, pour cela, il y a aucun problème. Et de la même façon, tous les gens qui vous disent
qui vous explique que vous devez vous priver de votre voiture thermique et que vous devez acheter une voiture électrique, eh bien tous ces gens, lorsqu'ils vont à Davos, ils prennent leur avion privé. C'est-à-dire qu'en fait le avec 1%... un avion privé avec un pilote de ligne non vacciné. Oui, absolument. D'ailleurs, c'était c'est ce qu'on a vu en 2021, c'est-à-dire que tous ceux qui prenaient un avion privé, enfin même aujourd'hui, tous ceux qui utilisent des avions privés ont exigé des pilotes afin qu'ils ne soient pas vaccinés parce qu'il y a eu tellement d'accidents justement en plein air. De pilotes américains notamment qui ont été vaccinés et qui ont eu des malaises en plein air, il y a eu même des accidents d'ailleurs, que du coup les ultra riches justement exigent des pilotes non vaccinés. Donc vous voyez le mensonge, c'est-à-dire qu'en fait ils mentent ouvertement aux gueux, on va dire les choses clairement, et ce 1% de la population se réserve le droit, effectivement eux, de débarquer à Davos avec 300-400 jets privés. Il y a tellement de jets privés qu'il n'y a même pas la place de se garer. Ils sont obligés de revenir sur Nice pour trouver une place de parking. Je ne sais pas si vous imaginez. Enfin, c'est totalement délire. Et je vous retrouve avec mon invité. Ce matin, c'est Pierre Jovanovic. On a parlé des libertés individuelles. Vous avez parlé de la vaccination, des conséquences. Justement, ça me fait penser... On me fait souvent la réflexion, on me reproche parfois, cher Pierre, de continuer de parler de ce sujet avec quelques arguments que je vous livre. Tu ne devrais plus en parler, ça n'intéresse plus personne, c'est passé, et puis de toute façon, les gens oublient, les gens pardonnent. C'est une erreur parce qu'en réalité, c'est un sujet de has-been maintenant. Il faut passer à autre chose. Les gens veulent voir vers le futur et ne pas voir vers le passé. Or là, c'est rabâcher le passé. J'ai entendu ça. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi, ce que j'en pense, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se sont vaccinées, je veux dire, il y en a quand même qui me l'ont dit, et vous aussi, toutes les personnes qui se sont vaccinées, et pas plus tard qu'il y a 2 jours, m'ont dit je regrette de m'être fait vacciner, vu tous les ennuis, tous les problèmes que j'ai eu par la suite. Alors, c'est pas le cas de tous ceux qui se sont vaccinés, Dieu merci, mais pour beaucoup, je vous donne un exemple. Dans mon entourage, un monsieur qui faisait des marathons et qui a été obligé de se vacciner parce qu'il n'avait pas d'autre choix pour voyager pour des raisons professionnelles. Eh bien, s'est retrouvé avec à faire des malaises les uns après les autres. Une femme dans mon entourage a été obligée de se faire vacciner. Maintenant, elle passe son temps. Écoutez bien, elle passe son temps chez les cardiologues. Quand elle n'est pas chez le cardiologue, c'est des scanners, etc. Je pense que les gens qui se sont fait vacciner ne veulent pas se reconnaître qu'ils se sont fait avoir. C'est aussi simple que ça. Et c'est un très mauvais souvenir, et on n'aime pas se rappeler des mauvais souvenirs où on a failli. Voilà, c'est quelque chose de la psychologie de base. On va dire ça comme ça. La psychologie des mauvais souvenirs. Et on n'aime pas ça. Voilà. Et donc, qui plus est, reconnaître de s'être fait avoir par le discours médiatique et les menaces. Moi, je leur jette pas la pierre. C'est pas la question. Rappelez-vous, je veux dire, ils débarquaient tous les soirs en nous expliquant qu'il y a eu, je sais pas combien de centaines de morts, etc. Vous avez eu des médecins anglais, des médecins allemands qui nous ont promis 500 millions de morts en Europe. Je vous le rappelle. Et finalement, même sans les vaccins, on n'a pas eu même des millions de morts. Donc, il y avait quelque chose qui allait pas. Et je vous rappelle que la presse allemande a présenté ses excuses aux lecteurs d'avoir relayé des fausses informations du gouvernement et des laboratoires pharmaceutiques qui étaient des informations mensongères. C'est quand même énorme. Alors, le système financier, Jacques Attali avait dit que tout allait s'effondrer au cours de l'été dernier, l'été 2023, il ne s'est rien passé. Vous allez beaucoup plus loin, vous étudiez tous les ratios, moi je trouve formidable quand on va sur votre site, jovanovic.com, vous avez les cours
des banques avec leur logo. Et ce que j'adore, moi, c'est le petit commentaire qui est en dessous. Banque morte, banque de l'enfer, banque zombie. Alors ça, il fallait le faire. Il fallait le faire. Vous avez aussi le palmarès des banques les plus pourries. Oui. Écoutez, justement, puisque vous en parlez, la presse économique s'est déchaînée la semaine passée contre le nouveau patron de la Société Générale, Monsieur Krupa. Le pauvre, hein, j'ai pas d'autre mot pour ce brave homme, parce que Monsieur Oudéa donc lui a donné les clés, donc il était ravi de lui donner les clés. Et moi je vous rappelle qu'en 2007, de mémoire, hein, je crois que le cours de l'action était à 150 euros à peu près, et qu'aujourd'hui ça tourne autour des 20 euros. En 2020, c'était 14 euros. Et aujourd'hui, par exemple, le cours de la Société Générale, c'est l'un des plus bas de toutes les grandes banques mondiales. Bon, on va dire ça comme ça. Donc la Société Générale est très mal en point. Le professeur Chevalier, dans son analyse, dans l'analyse du bilan de la SocGen, dit que cette banque aurait dû être déclarée en faillite. Et sur quoi il n'a pas tort, puisque vous l'avez vu l'année dernière, en douceur, la Société Générale a intégré toutes les agences du Crédit du Nord. Si vous voulez, ça permet de faire monter le bilan, de faire un petit tour de passe-passe comptable en attendant d'y voir plus clair. Voilà. Et donc, Crédit du Nord dans certaines zones de la France, ça porte d'autres noms dans d'autres zones de la France, comme par exemple la Banque Tarnot sur l'Ouest. Hein, voilà. Voilà, la Banque Tarnot. Il y a très longtemps que la Banque Tarnot a été intégrée, avalée par le Crédit du Nord. Ça fait même plus d'une trentaine d'années. La Banque Tarnot, par exemple, c'était typiquement une petite banque régionale, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu 4 ou 5, je crois, de ce type. Le Crédit du Nord était une banque absolument formidable et qui malheureusement a été avalée par la Société Générale et qui elle-même est aujourd'hui totalement brinque-ballante, véritablement. Je trouve ça, elle n'est pas aussi brinque-ballante que la Banque Postale, on est bien d'accord. De toute manière, que vos auditeurs ne s'inquiètent pas, enfin entre guillemets, pour une raison très simple, c'est que la Société Générale est ce qu'on appelle une banque systémique, et si elle explose, tout le reste explose. Donc aucun gouvernement ne laissera la SocGen exploser. C'est exactement ce qu'on a vu cet été. Au mois d'avril avec le Crédit Suisse, vous avez vu, le Crédit Suisse a explosé en plein vol, mais il a été avalé, forcé par le gouvernement suisse, il a été avalé par l'UBS. Voilà. Donc, alors les actionnaires effectivement ont tout perdu, mais les clients ont quand même gardé leur argent. Il se passera grosso modo la même chose pour la Société Générale. Du moins, je l'espère pour eux, très sincèrement. Mais en ce qui concerne moi, je n'étais pas d'accord avec Attali en disant que tout allait sauter cet été. D'ailleurs, rien ne s'est passé cet été. Vous ne l'avez pas dit, c'est pour ça que j'ai cité Jacques Attali. Lui, il l'a dit. Mais voilà. Vous ne l'avez pas dit. Voilà. Non, je l'ai pas du tout dit. En revanche, non, moi j'avais dit en janvier, février, mars, avril, mai, juin de 2008. Alors là, j'avais insisté en disant que Wall Street allait voler dans les airs, et c'est ce qui s'est passé. Ça va faire 15 ans là, le 29 septembre de 2023. Donc là, ça a bien explosé. Donc je ne me suis pas trompé. En revanche, vous avez aujourd'hui plusieurs multimilliardaires américains qui ont parié massivement que Wall Street va exploser fin décembre 2023. Bon, mon sentiment, c'est qu'ils sous-estiment totalement le pouvoir de la planche à billets, mais la raison pour laquelle ils font ce pari, il est très simple. Et je pense que vous allez apprécier cet argument, et vos auditeurs également. C'est-à-dire que le Covid a entraîné quelque chose de terrible. C'est-à-dire que plus personne ne veut retourner travailler dans un bureau. Et du coup, toutes les entreprises dans le monde entier ont découvert qu'elles pouvaient se passer des 2000 mètres carrés en location et que 200 mètres carrés suffisent amplement. Puisque la plupart des gens sont en télétravail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit à New York, à Stockholm, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France, etc., il suffit de voir la Défense, par exemple, eh bien, vous avez des centaines de millions de mètres carrés de bureaux, et de centres commerciaux, de boutiques vides. Les loyers ne rentrent plus,
Et tous les promoteurs immobiliers qui ont dépensé des centaines de millions à acheter des bureaux de luxe, etc., ou des centres commerciaux, aujourd'hui sont en train de faire faillite les uns après les autres, ou sont en train de faire des défauts de paiement les uns après les autres, y compris le Cerberus, qui a fait plusieurs défauts c'est un grand hedge fund américain, qui a fait plusieurs défauts de paiement sur ses entités immobilières de bureaux, et même Evergrande, la version américaine de ce promoteur gigantesque chinois, a fait faillite, et j'ai vu passer hier que le PDG de Evergrande a été interpellé, je crois, par la police pour faillite frauduleuse ou je sais plus quoi. Enfin, vous voyez le topo, des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux et de surfaces commerciales qui ne trouvent plus preneur. Alors, il faut nuancer, c'est pas tous les bureaux. En revanche, les bureaux, comme vous l'avez dit, de taille moyenne, eux ont toujours de l'attractivité et ne baissent pas. Oui, comme vous dites, c'est-à-dire là, on est passé, là où l'entreprise avait besoin de 1000 mètres carrés, ben là, elle a plus besoin que de 500 mètres carrés. Voilà. C'est ça, exactement. Mais n'oubliez pas, je veux dire, la plupart de ces promoteurs ont acheté des surfaces colossales. Je veux dire, ils n'ont pas acheté des bureaux. Aujourd'hui, la seule chose qui se loue, ce sont les petits et les moyens bureaux. Quand je dis petits, c'est 50, 60, 100 mètres carrés. Vous êtes déjà j'en ai discuté il y a pas très longtemps avec un agent immobilier. Donc c'est une catastrophe parce que cela entraîne une série d'impayés qui est absolument colossale et qui est en train d'exploser les bénéfices des banques. Voilà. C'est-à-dire que les banques ont pensé, les taux sont remontés, donc les banques se sont dit enfin on va gagner de l'argent, mais cet argent qu'elles gagnent ne suffit pas à parer les pertes des prêts non remboursés, tout ce qu'elles ont prêté, si vous voulez, à tous ces promoteurs. Et c'est pas des petites sommes, croyez-moi. Dernier point, on va terminer peut-être là-dessus, Pierre Jovanovic, c'est l'immobilier. Là aussi, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a eu cette folie immobilière après la crise sanitaire, et puis là, avec la multiplication des lois, des normes, etc., la hausse des taux de crédit, les recommandations du HCSF, le secteur là est en train de passer à l'agonie. D'ailleurs, bon courage pour ceux qui cherchent un bien en location. Ça devient de plus en plus difficile. Non, mais on est tout à fait d'accord. En fait, il y a un phénomène. Quoi qu'il y a peut-être un créneau à prendre, ces marchands de camping-car, parce que je pense que ça va peut-être monter. Les ventes de camping-car sont en hausse massive. Marchands de camping-car, parce que quand on n'a plus de toit à se mettre sous la tête, qu'est-ce qu'on fait? On va s'acheter un camping-car. Écoutez, je vous donne un exemple. À Paris, je crois que il y a un déficit d'appartements en location. Je sais plus s'il est de 1 ou 2 millions, peu importe. Enfin, le déficit est absolument colossal. Voilà. Donc les gens ne trouvent pas de location, et c'est pour ça qu'ils sont obligés de s'éloigner. Là-dessus, vous avez tout un tas de nouvelles lois européennes d'environnement, blabla, etc., qui forcent beaucoup de propriétaires à faire des travaux. Et tous n'ont pas l'argent de faire des travaux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir vendre, mais pour pouvoir vendre, il faut que vous soyez, raccord avec les obligations de l'État. Donc, ils ne peuvent plus vendre. Donc, du coup, il y a moins de biens à louer. Donc, il faut absolument féliciter le gouvernement Macron et surtout Bruxelles pour Mais en fait, si vous voulez, tout ça obéit. N'oubliez pas cette phrase de Klaus Schwab. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. N'oubliez pas cette déclaration de je sais plus quel ministre. Vous allez peut-être me donner le nom de cette ministre, je crois qu'elle était même dégagée du gouvernement à cause de ça, qui avait dit c'en est fini des maisons individuelles pour Emmanuel Vargon, qui était ministre du logement. Voilà. Emmanuel Vargon. Elle a d'ailleurs pas été dégagée du gouvernement à cause de ça. Elle est partie lors d'un remaniement ministériel, mais quand elle a dit, parce que elle est partie. Moi, je me souviens du lever de bouclier colossal. Non, oui, mais de la part de l'opposition, elle avait été soutenue par son camp. En disant, on la comprend. Ça, on est d'accord. Mais en fait, et Madame Barcon avait dit c'est un non-sens que la maison individuelle plus tard, maintenant c'est un non-sens.
Et d'ailleurs, on y va maintenant. On peut plus construire de maisons individuelles en France. Au nom il y a les zones maintenant de protection, les ZFE, etc. Il y a plein de choses qui se multiplient. Bah, écoutez, moi, vous savez, j'ai toujours, c'est ce que j'ai toujours dit, et j'ai lu un excellent papier dans Match sur la succession de Pierre Cardin. Alors, moi, j'ai interviewé Pierre Cardin à plusieurs reprises, et c'est vrai que il avait travaillé comme comptable avant de devenir couturier. Hein. Donc, il était très près enfin, c'est pas qu'il était radin, hein, il était très près de ses sous, et toute sa fortune, écoutez bien, toute sa fortune, il l'a toujours investi dans la pierre. Et il a jamais acheté d'actions, par exemple, jamais. Et au bout de 30 ans, 40 ans, je veux dire, il s'est retrouvé à la tête de milliards. Et aujourd'hui, l'article de Match explique que les gens sont en train de se crêper le chignon pour essayer de récupérer 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, parce qu'il semblerait qu'il y a eu un faux document un faux testament, vous savez, comme dans les films. Donc c'est assez intéressant. Donc l'immobilier aujourd'hui, même s'il y a tellement de contraintes, etc. Aujourd'hui, avec l'hyperinflation et tutti quanti, c'est c'est la meilleure solution. Et qui plus est, la maison individuelle. Ça, alors là, franchement, c'est un des meilleurs placements. On peut le retourner comme on veut. Moi, j'ai vu des maisons individuelles qui valaient 100 000 euros. Il y a quoi 4 ans, 5 ans, qui maintenant sont à 200, 220 000. Ouais, c'est le placement puisqu'il n'y en a plus. Voilà. Pierre. Non seulement il n'y en a plus, et puis les confinements ont traumatisé les gens, et tout le monde s'est dit, il faut acheter quelque chose à la campagne. Non. Voilà. Si jamais ça recommence, au moins on a quelque chose à la campagne. Pierre, merci encore du temps. Oui. Oui, vous savez, n'oubliez pas qu'on peut quand même, ils peuvent nous resservir un confinement à la fin de l'année, hein. Quand même. Il faut s'en méfier, voilà. On l'entend. Merci Pierre, on vous retrouve via le site, hein, c'est quotidien.com, voilà, ou bien jovanovic.com. Alors quotidien.com, c'est un tremplin oui, qui vous emmène direct sur la revue de presse. Voilà. Et la revue de presse, c'est jovanovic.com. Voilà. De toute façon, t'as Pierre Jovanovic, vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec cette revue de presse. Il y a la vidéo, il y a vos interventions télévisées, il y a également une mise à jour pratiquement quotidienne. Merci Pierre du temps. Mais c'est bon, que vous remercie Yannick. À bientôt, mon invité ce matin, c'était Pierre Jovanovic.